Et bonjour à tous, la première journée de la 17e édition de la Gamer Assembly vient de se terminer. On est avec Zerator, team indispensable du coup. Et Team Tard, vous connaissez, ça fait je sais pas 3-4 fois que tu fais ce format-là un petit peu dans les LAN. T'es adepte du format joueur-streamer? Est-ce que c'est quelque chose que tu apprécies? Est-ce que tu vas continuer? Ouais, c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps, je sais même pas, ça doit même faire plus, ça doit faire 6 ou 7, mais c'est quelque chose qu'on adore. Moi j'adore faire des LAN depuis toujours, c'est quelque chose que j'aime bien montrer aux gens aussi, parce que les compétitions inside c'est rare, et on a l'un des seuls formats inside où vraiment une équipe joue et stream en même temps. Ça permet aux gens de voir un petit peu le côté vraiment dans le jeu, et c'est vrai que c'est assez différent comme format, mais c'est quelque chose qu'on adore faire bien sûr. T'es assez multigaming toi quand même, donc pourquoi ne pas faire ce concept sur d'autres jeux par exemple? Est-ce que c'est le manque de, je vais dire e-sport, est-ce que c'est le manque d'e-sport un petit peu? Est-ce que c'est le manque de personnes pour regarder? Est-ce que c'est le manque de personnes pour jouer avec toi? En fait, League of Legends est un jeu sur lequel je me débrouille à peu près, et en plus sur lequel je connais beaucoup de gens forts qui sont capables de faire ce format. Mais il y a une fois je voulais essayer de le faire sur CSGO, sur une PXL, et en fait ça s'est pas fait, mais ça a failli se faire. Mais en gros c'est dur de trouver des joueurs très forts de CSGO qui n'ont pas d'équipe et qui acceptent de le faire dans ce format-là. Parce que c'est un peu moins médiatisé en termes de stream en France, alors que League of Legends est monstrueux. Donc c'est juste plus facile en fait. Mais je suis pas du tout fermé à faire ça sur un autre jeu, et je voulais faire une PXL sur CSGO, notamment avec Shox, Moment et NBK. Et en fait on n'a pas pu le faire, mais on avait failli le faire. T'es de plus en plus, je vais utiliser ce mot-là, un acteur jeu vidéo, plutôt qu'un streamer ou un animateur comme avant on pouvait te considérer. Est-ce que c'est ton but un petit peu de passer derrière la caméra, ou pour l'instant être devant ça te fait plaisir et tu vas continuer encore longtemps? Être devant ça me fait plaisir, mais j'ai 26 ans et je fais ça depuis 6 ans. Et bien sûr je pense à l'avenir, je suis en train de développer des side projects un petit peu. Et oui, c'est quelque chose auquel je pense. Après, quand j'arrête de streamer, ça me manque beaucoup. Donc je suis pas prêt à raccrocher non plus. Mais c'est vrai que je suis plus dans des volumes de 8 heures par jour comme je pouvais le faire à l'époque avec la ZTV et tout. Donc oui, le format a un peu changé. Je pense que j'ai mûri dans le métier aussi. Donc je le fais différemment. Mais ouais, bien sûr, je finirai par passer derrière. Bien sûr. On va parler un petit peu d'ailleurs, ces side projects, t'en as fait plusieurs ces derniers temps. Je vais te parler du studio indé d'abord. Je sais que t'aimes beaucoup ces jeux-là, je sais que t'avais beaucoup envie de faire ça. Moi, la question que je me pose, c'est depuis combien de temps tu es en train d'organiser ça, et surtout, est-ce que c'est pas un gros risque à prendre, parce que c'est un risque qui marche pas, et est-ce que tu as beaucoup hésité avant de faire une entreprise comme celle-ci? En fait, pas du tout. En fait, j'ai pas du tout hésité parce que j'ai pas eu vraiment le temps d'y réfléchir, parce que j'ai sauté dedans les pieds à pieds joints, sans savoir ce que c'était du tout. En fait, je me suis lancé dedans de manière complètement innocente, et je sais pas du tout si ça va marcher ou si ça va pas marcher. Et en fait, je ne prends aucun risque puisque mon financement vient d'ailleurs, c'est-à-dire du streaming. Et en gros, même si le jeu marche pas, en fait, je ne fais pas ce jeu pour gagner de l'argent. Et du coup, c'est un énorme avantage, parce que la plupart des gens qui sortent un jeu aujourd'hui le font pour gagner leur vie, payer des équipes, ils ont des deadlines avec des actionnaires ou des bakers de Kickstarter. Et moi, j'ai ni l'un ni l'autre. Donc on est libre en fait, en date de sortie et tout. Et depuis combien de temps? En gros l'idée est née vers novembre, avec 2-3 personnes de mon entourage qui étaient dans le milieu du jeu vidéo. Et on a lancé le projet véritablement en décembre, avec la conceptualisation du jeu et tout. On a recruté les équipes en janvier, et on espère une sortie sur Steam en juin-juillet. Mais bon, c'est plutôt juin, juillet, août, septembre. Et on sait pas trop. Voilà, on sait pas trop. L'autre projet qui a un petit peu fait du buzz, on va dire, c'est un projet plutôt caritatif que tu as fait avec Athènes, on va dire, avec Athènes. Est-ce que vous avez fait ça d'ailleurs en commun? Est-ce que l'OP a été faite en commun? Vous avez chacun organisé vos trucs de votre côté? Et aussi, surtout, est-ce que c'est un style d'opération qui pourrait se reproduire beaucoup plus fréquemment et pas en mode one-shot? Je fais partie des Avengers depuis avril 2015, donc ça faisait assez longtemps, et il avait contacté pas mal de streamers FR, et moi j'avais déjà fait des trucs avec Athènes 2-3 fois, et en gros il m'avait dit est-ce que ça te tente, voilà je t'explique, c'est un truc, si une catastrophe se déclenche, vous mettez à streamer pendant X temps, c'est libre, et j'avais dit bah ok je suis chaud, vu que je connais Athènes depuis longtemps, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et dont je me suis beaucoup inspiré dans mes streams quand j'étais plus jeune. Et j'ai dit bah ok. Et est-ce qu'on a organisé ça ensemble? Alors pas du tout. En fait c'est quand on était à la Lyon eSport que Athènes a déclenché le projet Avengers, et j'étais en mode oh merde, parce qu'en gros quand on revient des LAN on essaie de se reposer parce que c'est crevant et tout. Et là il était en mode allez on a 10 jours pour récolter des fonds, et moi j'étais là oh merde. Et donc en gros en rentrant de la Lyon eSport sur le trajet je me suis dit pourquoi on ferait pas un week-end où on essaie d'inviter des gens de tout univers. Et donc on a réussi à avoir beaucoup de gens de beaucoup de structures différentes, et on a essayé de faire un truc chez moi de ouf, c'est-à-dire streamer à 16, chacun son point de vue dans une maison. C'était un bordel de ouf, c'était hyper dur à organiser, c'était hyper crevant, mais bordel, qu'est-ce que c'était bien. C'est un petit peu, mine de rien, c'est un petit peu l'ambiance qu'il y a sur Twitch en ce moment. Ouais. On est quand même dans un modèle où maintenant les structures ne marchent plus vraiment. Le modèle structure, le modèle web TV, le modèle, voilà, la web TV. Toi, tu es en train de monter, je vais appeler ça une structure 2.0, en gros un réseau de streamers indés qui jouent ensemble et qui se regroupent ensemble. Quels sont les avantages pour un streamer de plutôt rentrer dans ce modèle-là plutôt que dans une web TV?
Et au final, est-ce que c'était prévu depuis le début ou est-ce que ça se fait sur le tard parce que ça marche? C'est pas du tout prévu depuis le début, c'est quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure évidemment. J'aurais jamais pu calculer un truc pareil. Quand j'avais quitté Eclipsia, j'avais dit dans ma vidéo de départ que je ne croyais. C'est le meilleur Alistar d'Europe. Hein, moi, j'avais dit que je croyais plus trop au modèle des Web TV et de leur système monétaire. Et en fait, le problème, c'est que dans une structure, un groupe doit faire monter des individualités. Et dans le modèle du streaming actuellement, quand on est quelqu'un d'individuellement fort, on peut réussir très facilement, entre guillemets. Alors quand on est dans une structure, ça implique des choix et des contraintes qui en fait ne sont que des inconvénients si on est fort individuellement. Et après, il y a des choses aussi qu'on ne peut pas faire seul. Par exemple, commenter des compétitions, OGaming, Millennium, ce que fait OGaming, Millennium, Eclipsia, etc. Avoir 2, 3, 4, 5, 6 personnes, 2 personnes en régie, etc. Ça, on ne peut pas le faire tout seul. Donc en étant seul, on fait aussi des choix. Déjà, le fait d'être seul. Parce qu'être dans une structure, c'est agréable, tu es avec des gens, tu peux te permettre d'être malade, il y a des gens qui assurent le truc derrière, il y a plein de trucs comme ça. Nous, quand on est malade, il n'y a rien. Et donc, il y a des inconvénients, mais pour moi, c'est beaucoup d'avantages. Et en fait, quand j'ai quitté Eclipsia, c'est pas la première structure que je quittais. J'ai réalisé que j'étais juste quelqu'un de cette nature, en fait. Et j'ai annoncé aux gens que je ne rejoindrais probablement pas d'autres structures, même si ça devait se mettre à mourir pour moi. Je vais essayer, pas me relancer dans une structure, je pense que j'arrêterai. Parce que je pense que je suis comme ça en fait. J'ai une manière de réfléchir un peu indé. Ça se voit dans mes streams, ça se voit dans mes choix de vie, ça se voit dans ma vie de tous les jours. Donc je suis juste comme ça. J'ai mis un peu de temps à le réaliser, mais maintenant c'est bon. Et tu le dis toi-même, c'est quand même quelque chose qui marche quand on est fort individuellement. Pourtant, c'est un modèle que beaucoup calquent. Est-ce que tu ne penses pas qu'au final, il va y avoir une limite et on ne va pas tomber dans un système un petit peu manavore pour beaucoup de streamers qui pensent et qui sont un petit peu couverts de rêves? Il y a une énorme différence entre les gens qui se mettent à streamer aujourd'hui et les gens qui se mettent à streamer avant. Parce que, en fait, aujourd'hui, les gens qui streament, à leur première heure de live, ils ont un bouton donation. Et ça, c'est une énorme différence par rapport à avant. En fait, la plupart des gens qui réussissent aujourd'hui, qui sont forts aujourd'hui, ont commencé le stream bénévolement. En ont fait 1 an ou 2. Moi, j'ai fait 2 ans et demi de stream sans être payé un seul centime, par exemple. Et je me doutais même pas que ça allait générer de l'argent un jour. Donc tout ça, c'est des bonnes surprises, évidemment. Et maintenant, on récolte le fruit de ce qu'on a semé, on va dire. Mais voilà, tout ça, c'est pas fait tout seul. Et il y a beaucoup de gens qui oublient et qui dénaturent un peu ce métier-là et qui lancent des streams avec des barres de donation alors qu'ils sont 2 viewers. Et moi, c'est pas comme ça que je le conçois. Alors, je suis pas du tout en mode les donations c'est mal et tout, pas du tout. Mais juste, pour moi, il faut pas s'y mettre pour ça. Et il y a beaucoup de gens qui se mentent à eux-mêmes en disant qu'ils le font pas pour ça, mais en fait qu'ils le font pour ça. Et là, ça concerne hommes, femmes, plein de gens. Donc ça a changé. Mais voilà, donc ça c'est une différence, je trouve, des gens qui streamaient il y a 5-6 ans et les gens qui streament aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'au final, on peut encore se lancer en stream? Est-ce que la scène, en tout cas française, n'est pas complètement oblitérée et qu'on n'a pas trop de personnalités fortes qui empêchent les gens de se lancer? Et contrairement à une plateforme comme YouTube, par exemple, qui voit des nouveaux talents monter totalement, est-ce que le stream n'est pas au final voué à s'arrêter ou à changer plutôt dans un modèle peu d'animateurs? Alors en fait, j'aurais envie de dire oui, mais l'avenir nous prouve toujours que non. C'est-à-dire que tu as toujours des gens qui d'un coup sortent et poussent. Et en fait, tu le réalises avec YouTube en fait. Par exemple, aujourd'hui, Squeezie, c'est le boss de YouTube Gaming en France. Mais un jour quelqu'un le dépassera, c'est sûr et certain. Combien de temps ça prendra, on ne sait pas. Voilà. Et malgré le fait que Cyprien, Squeezie trust la scène du gaming casual de manière très forte, énormément de youtubeurs gaming existent. Et hier, il n'y avait que Bob, Fanta, Cyprien et Squeezie, c'est un exemple. Et aujourd'hui, il y a 150 youtubeurs gaming qui en vivent en fait. Donc en fait, je pense pas que ce soit bouché Enfin, j'aurais presque envie de dire c'est peut-être bouché sur Twitch pour LOL et peut-être Hearthstone aujourd'hui, mais c'est même pas vrai en fait. Je pense que par contre, la différence, c'est que je pense qu'aujourd'hui, pour se lancer, il faut faire du copinage. Je pense que c'est l'une des seules manières. Fais gaffe au micro. Je pense que c'est l'une des seules manières de réussir aujourd'hui, en tout cas de se lancer, c'est d'avoir un tremplin, soit de copinage, soit d'une structure. Donc voilà, c'est quelque chose qui a un peu changé. Tout le monde n'aime pas faire ça. Après, il y a aussi des gens qui se lancent, qui montent au fur et à mesure, qui ont leurs 100 viewers, puis 3 mois après 200 viewers, puis 400, 500. Mais on finit toujours par être repéré par quelqu'un de plus fort, avec qui on fait des lives. Et puis après, chacun se snowball, etc. Donc voilà, je pense juste que le copinage fait énormément de différence aujourd'hui et que quelqu'un de très fort peut pousser quelqu'un qui aurait jamais existé. Et moi, comme je dis toujours, que si je me lançais maintenant, je serais sûrement invisible et j'arrêterais en fait. Parce que le fait d'avoir été l'un des premiers et de monter en même temps que le métier, ça va beaucoup aider, c'est sûr. On va continuer de parler un petit peu de YouTube. L'État se mêle beaucoup dans l'e-sport en ce moment. Ouais. Est-ce que tu penses que ça viendra plus vite que prévu, que l'État se mêle dans YouTube, dans Twitch? Et est-ce que tu penses qu'il pourrait avoir un impact positif et sur quel point sur votre métier au final? Honnêtement, j'en ai aucune idée. C'est une réponse honnête. Je n'ai aucune idée de ça. Je vois pas ce que l'État peut apporter de positif actuellement. Pour l'instant, vous n'en avez pas besoin. En tout cas, vous n'avez rien qui vous manque comme l'e-sport qui a besoin d'un cadre.
En fait, nous, en tant que streamer gaming, on n'a pas le problème des joueurs pros, des contrats, du statut, etc., des visas même parfois. Nous, on a en général monté des entreprises. Alors certes, on est soit producteur de télé, soit webmaster, donc des trucs un peu nuls comme ça. Donc oui, on n'a pas de statut officiel, mais avoir un statut officiel ne servirait a priori à rien. Donc moi, rien ne me manque. Ça changera rien si l'État demain arrive, parce que je vois des gens arriver et dire il y aura des taxes, il y a l'État qui s'en mêle, mais on est déjà taxé, on a déjà des impôts, c'est comme ça. Sauf si d'un coup ils mettent une taxe sur le numérique, ce qui changera. Mais on paye déjà des impôts, on déclare déjà tous nos dons, même si les gens pensent qu'on ne les déclare pas, mais oui c'est le cas, et c'est du brut, etc. Donc on est dans ce système-là qu'on a dû apprendre aussi sur le tas, parce qu'on est des gamers et d'un coup on devient des gérants d'entreprise. Mais tout ça est très enrichissant. Et tu sais, mon père disait, enfin non il le dit toujours parce qu'il n'est pas mort, il dit tant que tu n'as pas embauché quelqu'un, tu peux pas comprendre l'économie. Et en fait, c'est quelque chose de très vrai, je trouve. Et moi, j'ai beaucoup mûri depuis que j'ai donc créé 2 boîtes. Il y en a une qui a été donc radiée, enfin que j'utilise plus. Et donc là, j'ai une nouvelle boîte, etc. Donc, voilà, pour faire une parenthèse là-dessus. Je vais te poser une dernière question un petit peu plus détente. Les viewing parties, ça monte énormément en ce moment. Les dernières ont fait un grand succès, etc. Est-ce que tu penses qu'il serait possible de voir une viewing party sur, pas une compétition, pas un événement, sur une espèce de, on va utiliser ce mot, la foire de sombre lune, avec une team tard qui joue, avec des compètes, voilà, un événement centré sur une communauté gaming et pas sur des jeux et des éditeurs pour une fois. Alors c'est vrai que moi c'est quelque chose dont j'aurais peut-être envie. Moi bon là je fais un premier essai cette année qui est pour moi beaucoup plus risqué que le jeu indé, c'est la Trackmania Cup 4 en finale dans une salle. Donc j'essaye de faire ça, c'est mon premier événement, c'est très stressant parce que ça coûte beaucoup d'argent et en gros tu sais jamais si les gens vont se déplacer jusqu'à ce que tu aies ouvert les préventes. Et si les gens préachètent pas, tu es en mode ok, donc c'est chaud, mais tu peux plus reculer parce que tu as loué la salle ou après tu dois annuler des trucs, ça s'est déjà vu dans le gaming. Et ça me stresse beaucoup plus que le jeu indé. Et je le fais sur Trackmania, qui est en fait un contenu que j'ai créé moi-même. Parce qu'en fait, il n'y a pas de compétition Trackmania qui attire les foules. Donc c'est un essai que je fais. Mais je sais que les gens viennent aussi pour moi et pas forcément que pour la compétition. Mais ils aiment aussi la compétition. Donc même s'ils viennent pour une compétition, c'est déjà, je trouve, un pas vers quelque chose de différent. Après, j'ai host la finale des Worlds à Toulouse. Enfin, j'ai été host de l'événement. Et c'était incroyable. On a rempli le Zénith de 3000 places en 24 heures sur le site. Et moi, j'y croyais pas. Enfin, déjà, c'est pas une ville, c'est une ville de province en fait, et on se rendait pas compte. Et Lyon eSport a fait ce pari fou de louer le Zénith et de faire allez on y va, on prend 2-3 personnalités et tout, et on l'a fait quoi. Donc ouais, c'est sûr que ça va se faire, c'est indéniable, tous les indicateurs sont au vert et voilà. Et ravi de l'entendre. Et écoute, merci pour l'interview. On va se dire au revoir pour cette journée et on se voit demain pour la suite de la compétition et la suite des aventures de la Team Tard. Merci à toi Zerator et à bientôt. Ciao.